Dis-moi, Weidi. Moi, Wadi. Ha 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 ha. Pardon. Que puis-je faire pour vous? Bah, j'aimerais bien investir dans un PC gamer, mais je m'y connais pas du tout, donc si tu pouvais me conseiller, je dirais pas non. Je peux vous proposer la chaîne de Xarnaflox. Il vous conseillera pour choisir votre ordinateur, même en n'ayant aucune connaissance dans ce domaine. En plus, il est drôle, je te jure, voilà. Ok, sauf Initialisation que... On fait en quoi cours. hein Attends, Je sais plus trop quoi en penser là. Bon bref, aujourd'hui vous avez bien compris, je vais vous expliquer comment bien choisir votre PC même si vous connaissez pas du tout dans l'informatique et que vous voulez pas acheter le PC prémonté parce que oui, pour ceux qui savent pas, les PC prémontés sont beaucoup plus chers que les PC que vous faites vous-même où vous choisissez les composants parce que justement dans le prix, ils ont compté le montage du PC, les choix de tous les composants, etc. Donc déjà la première chose que vous devez faire qui est très importante, c'est connaître votre budget et quelle utilisation vous allez faire du PC. Parce que vous vous doutez bien que vous allez pas mettre 800 € pour un PC, vous allez juste faire du traitement de texte. Si vous voulez, dans la description, je vous ai mis des liens avec des PC où j'ai choisi moi-même les composants avec des budgets différents. Donc si ça vous intéresse, allez checker. Déjà on va commencer par le boîtier, par contre ça dépendra au niveau de la taille si vous vous déplacez beaucoup ou pas. Là je parle bien sûr que de PC fixe parce que les PC portables on peut pas vraiment choisir les composants. Si vous vous déplacez vraiment énormément et vous voulez un PC fixe, je vous conseille vraiment d'aller sur du mini ITX. Mais l'inconvénient c'est que c'est vachement cher parce que c'est très compact. Mais par contre si vous voulez une tour basique que vous voulez poser sur votre bureau ou par terre, du ATX suffira largement. C'est le format basique que tout le monde a en fait. Après si vous avez un peu moins de place, vous pouvez prendre des boîtiers micro ATX. Donc c'est plus petit que l'ATX. Et en plus l'avantage c'est que c'est moins cher. Maintenant on va passer au plus intéressant, c'est les cartes graphiques. Par exemple si vous voulez acheter une carte graphique mais que vous hésitez entre deux, je vous conseille de regarder des comparaisons sur YouTube et de regarder, bon forcément les FPS en moyenne, mais aussi de regarder les 1% low. Donc en gros c'est vraiment genre 1% de vos FPS qui vont descendre à ce niveau là. Mais justement c'est très bien pour comparer deux cartes graphiques. Souvent on peut voir une énorme différence entre les deux là. Après ce que moi je peux vous conseiller, c'est que si par exemple vous voulez avoir une petite config pas trop chère mais que vous voulez quand même faire tourner pas mal de jeux, vous pouvez aller vers du Nvidia, donc 1650, qui est quand même vachement puissante je trouve pour son prix. Il y a même les 1650 Super qui sont un tout petit peu plus chers, mais franchement ça vaut vraiment le coup parce que c'est pas non plus beaucoup plus cher et pourtant ça ramène pas mal de puissance en plus. Après vous pouvez aussi aller sur du AMD, donc du RX 580, etc. Par contre forcément si vous avez un budget plus élevé ou alors vous voulez faire tourner des jeux en 2K avec des très grosses performances, vous pouvez aller plutôt sur des RTX 2070 de Nvidia ou alors une RX 5700 XT de chez AMD. Si vous voulez faire tourner des gros jeux, faudra mettre des gros composants. De toute façon vous vous doutez bien que vous n'allez pas faire tourner les derniers Assassin's Creed avec une 3DS. Dernier Assassin's Creed avec une 3DS. C'est ce qu'on va voir. Non, vraiment, c'est pas possible. Donc maintenant, on peut passer aux cartes mères. Donc la plupart du temps, les gens vont penser que plus vous allez prendre une carte mère chère, plus votre PC va être puissant. Mais pas du tout. Les seules différences que vous pouvez avoir avec les cartes mères, c'est les chipsets ou la taille. Et justement, en parlant de taille de carte mère, ce qui peut être intéressant, c'est que vous pourrez acheter une carte mère plus petite du coup si vous avez un boîtier plus petit, et ça vous reviendra encore moins cher. Alors une chose qui est aussi très importante à savoir, c'est que si vous voulez overclock votre processeur, donc booster ses capacités, pour les processeurs de chez Intel, il faudra absolument prendre une carte mère de chipset Z, puisque les chipsets H et B, eux, sont pas compatibles avec l'overclocking. Et sinon, pour les processeurs de chez AMD, c'est les chipsets B et X qui sont compatibles pour l'overclocking, mais pas le A. Justement, en parlant des processeurs, maintenant, si vous voulez vous faire un PC exclusivement pour le gaming, donc par exemple pas trop poussé, vous pouvez prendre du i3 chez Intel, mais les dernières générations, bien sûr, donc les 8e, 9e et 10e générations. Et pour AMD, ce serait plutôt du Ryzen 3. Après, si vous voulez vraiment faire du gaming assez poussé, je vous conseille plutôt d'aller sur du i5 chez Intel et du Ryzen 5 chez AMD. Moi, je considère vraiment que les i7, i9, Ryzen 7, Threadripper, tout ça, c'est surtout pour l'utilisation pro ou alors vraiment extrêmement poussé. Donc, ce serait plutôt pour du montage vidéo, pour faire des gros rendus, pour faire du streaming, etc. Ouais, c'est encore moi, ouais, j'ai encore oublié un truc. Et alors? Une erreur à vraiment éviter, c'est de pas prendre un processeur compatible à l'overclocking si vous avez une carte mère qui, elle, est compatible à l'overclocking. Donc pour Intel, ceux qui sont compatibles, c'est ceux qui finissent par un K. Chez AMD, tous les processeurs sont compatibles pour l'overclocking. Ah oui, il y a aussi une petite technique si vous voulez avoir un processeur Intel un peu moins cher. Ce que vous faites, vous prenez une version du processeur qui finit par un F, qui veut dire qu'il n'y a pas de graphique intégré en fait dans le processeur, donc forcément ça réduit beaucoup le prix. Par contre, une erreur que je vois très souvent, c'est les gens qui prennent une alimentation pour le PC qui est beaucoup trop puissante pour tous les composants. Alors c'est vrai, je vous conseille quand même de prendre une petite marge parce que si un jour vous changez de composant et qui demande beaucoup plus de puissance, ce serait un peu bête de devoir encore changer d'alimentation. Mais il faut pas non plus abuser et prendre 400 watts de plus. Donc si vous voulez, dans la description, je vous ai mis un lien qui sert à calculer les watts que votre PC a besoin par rapport aux composants qu'il y aura dedans. Vous avez juste à rentrer votre carte graphique, votre processeur, le nombre de ventilos que vous avez, la RAM, les disques durs et tout. Et le site va calculer une alimentation qui va parfaitement avec tous vos composants. Mais du coup, quand même, moi je vous conseille de prendre 50 ou 100 watts de plus de marge. Après, au niveau du choix de la lime, il faudra absolument aller sur du 80+, donc ce qui veut dire qu'il y a 80% de rendement. En fait, les 20 autres pourcents, c'est juste de l'énergie perdue. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que le 80+, ça va de bronze à titanium. Ça va de 80 à 85%
90% de rendement à 95-96% de rendement, donc ce qui est gigantesque. Mais sinon moi ce que je vous conseille niveau alimentation, c'est de prendre du 80+, bronze, silver ou gold vraiment si vous avez un budget plus élevé. Et niveau esthétique pour la lime, si vous voulez vraiment avoir un bon câblage dans votre PC, je vous conseille d'aller plutôt sur une alimentation semi-modulaire. Donc en fait vous pouvez pratiquement enlever tous les câbles de l'alimentation, sauf le câble principal d'alimentation. Mais celui-là de toute façon vous en aurez besoin, donc c'est pas très grave. Mais après si vous vous en foutez totalement de l'esthétique et que vous voulez vraiment économiser le plus possible, prenez juste une alimentation non modulaire et au moins ça reviendra moins cher. Alors maintenant pour la RAM, quelque chose qu'il faut absolument retenir, c'est que c'est pas plus vous avez de RAM, plus vous allez avoir d'FPS sur les jeux. Justement au contraire, si vous avez même trop de RAM, vous pouvez perdre des performances sur votre jeu. Moi ce que je vous conseille vraiment c'est de prendre du 16 Go de RAM. Le 8 Go ça commence vraiment à être de plus en plus limite. Mais bon, si vous avez un plus petit budget, restez quand même sur du 8. Mais surtout pensez bien à regarder les mégahertz et le CAS. Donc en fait les mégahertz ça va être la vitesse de votre RAM et le CAS ça va être la latence. Donc plus vous prenez une RAM avec beaucoup de mégahertz et peu de CAS, plus votre RAM va être puissante. Donc pour le CAS, moi ce que je vous conseille c'est du 15 voire même moins. Après si vous avez du 16 ça va mais c'est limite. Et pour les mégahertz vraiment allez minimum à 2666 et si votre budget le permet montez vers 3000-3200. Par contre faites attention au format de votre RAM parce que si par exemple vous prenez un refroidissement de processeur, donc pas du water cooling mais un air cooling assez imposant, il faudra peut-être faire attention à la hauteur de la RAM et du coup prendre des low profile. Donc en gros ça servira à ce que la RAM soit beaucoup plus basse et que vous puissiez mettre le refroidissement de votre processeur sans problème. Mais le désavantage c'est que si vous aimez le RGB, bah là vous pourrez pas en mettre. Mais au contraire si vous avez un water cooling pour refroidir le processeur, là vous pouvez prendre une RAM en RGB sans problème, pas en low profile, y a aucun souci. Maintenant justement en parlant du refroidissement du processeur, il y en a vraiment beaucoup qui hésitent entre le water cooling ou le air cooling, donc les ventirades. Donc ça en général ça dépend beaucoup du budget et du goût de la personne. Parce que forcément un water cooling va être beaucoup plus cher qu'un ventirad, mais le water cooling sera plus joli, sera plus petit, contrairement au ventirad. Mais une chose qui est bonne à savoir, c'est que c'est pas forcément parce que c'est du water cooling que le processeur va être beaucoup mieux refroidi qu'avec un ventirad. On peut prendre l'exemple des Noctua et des Dark Rock qui refroidissent même mieux que beaucoup de water cooling dans le marché. Si vous êtes vraiment plutôt esthétique, prenez du water cooling. Après si vous vous en fichez, allez plutôt sur du ventirad, ça reviendra moins cher. Mais si vous voulez overclock votre processeur, pensez à prendre un bon refroidissement. Donc là justement soit un water cooling, soit un bon ventirad justement style Noctua ou Dark Rock. Maintenant on peut finir au niveau des stockages. Donc je vous conseille vraiment de prendre quand même un SSD, même si c'est 128 Go, 250 Go, 500 Go, prenez vraiment un SSD pour mettre Windows dessus. Le top du top ce serait même de prendre un M2 en NVMe, même un 128 Go justement, parce que là c'est forcément un peu plus cher que les SSD, puisque c'est genre 10 fois plus rapide qu'un SSD en fait. Déjà qu'un SSD c'est rapide, donc imaginez la rapidité d'un NVMe. En fait c'est un SSD mais pas en format comme vous avez l'habitude de voir en 2.5 ou en 3.5, c'est genre une toute petite languette qui est branchée sur du PCIe et ça va vraiment mais beaucoup plus vite. Voilà, donc moi je vous conseille vraiment de mettre Windows sur un SSD assez rapide, parce que c'est beaucoup plus agréable quand on est sur son PC, qu'on ouvre une application, qu'elle s'ouvre directement, qu'on va sur Google, qu'il n'y a pas de chargement, genre tout se fait instantanément, et le PC démarrera aussi beaucoup plus vite, en à peine 10 secondes. Après au niveau du stockage secondaire, si vous n'avez pas non plus un budget gigantesque, allez plutôt sur du HDD, donc l'HDD c'est les disques durs, il y aura beaucoup plus de stockage pour moins cher, mais forcément si vous avez plus de budget, prenez plutôt du SSD, ce sera plus cher mais beaucoup plus rapide forcément. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura servi pour choisir vos composants pour votre prochain PC, votre prochain setup. N'oubliez pas, si vous avez des questions, il y a des commentaires pour ça. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et